Et bah du coup, passons à notre premier joueur du jour, justement. Un joueur que toi, tu connais bien, et en plus, je crois que tu aimes bien, d'un point de vue subjectif, un de tes joueurs préférés, Ricky Rubio. Du coup, Rubio, 9 saisons sur la décennie, 11 points de moyenne et quasiment 8 assists de moyenne sur cette décennie, 31 minutes également de jeu en moyenne sur la décennie, 17 300 minutes, c'est le 66e total, 563 matchs. Alors malheureusement, aucune récompense individuelle, aucun palmarès pour Rubio sur cette décennie. Du coup, niveau comparaison de NBADraft.net, eux, ils avaient pensé, alors accroche-toi, un mélange entre José Calderon et Steve Nash. Rien que ça. Ouais, mais ça se défend, hein. Ça se Enfin défend. bon, Ça se défend. dans l'idée, ça se défend. Disons j'ai l'impression qu'ils ont un peu mélangé le gène du passing de génie avec le côté espagnol de Calderon. C'est mais, ça. Et puis ils ont espéré qu'il shoot, et en fait, non. mais non, mais en vrai, je me moque, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Draft Express, rien, pour le coup, chez Ricky Rubio, au niveau des comparaisons de draft. Alors, basketball référence au niveau des surnoms. Ricky Sesto, au niveau des surnoms, je pense que tu ne l'as jamais entendu, évidemment, Ricky Sesto. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi Ricky Sesto? Parce que basket en espagnol, c'est baloncesto. Tout à fait, tout à fait. Je vois que tu as plus de connaissances d'espagnol que, que Nico d'ailleurs. Et puis on avait aussi comme surnom Ricky Business, par rapport à l'expression risky business peut-être, je pense. Bref, en Oui. tout cas, on ne les a jamais entendus, tu seras d'accord. Donc son Oui, non. parcours, rapidement, qu'on parle du joueur évidemment. Au début de notre décennie, il a 20 ans d'ailleurs, et il fait une première saison en fait en Europe avant de venir en NBA, puisqu'il est draft 2009 pour le coup, mais il fait 2 saisons en Europe, et donc notamment une sur notre décennie. En 2011, il est au Barça, notamment. Et puis donc, il vient pour la saison 2012, saison post-lockout. Il ne fait que 41 matchs, mais souvenez-vous que c'est la saison où il n'y en a que 66 à disputer en tout. Mais mine de rien, voilà, déjà pas une saison pleine, malheureusement, pour Rubio. 11 points de moyenne, 8 assists d'entrée de jeu pour Rubio. 34 minutes de jeu aussi par match pour un rookie, c'est plutôt pas mal. Évidemment, pas de playoff, je suis désolé, c'est Minnesota, je ne le précise pas. 2013, 57 matchs, cette saison-là pour Rubio, 30 minutes aussi, hein, 11 points, 7 assists, du classique, sauf que je crois que c'est Kevin Love qui est un peu blessé cette saison-là, par contre. Les deux ont un peu alterné. 2014, bah ça y est, les deux sont enfin sur le terrain en même temps. C'est coaché par Ika Delman, il y a du Kevin Martin, il y a du Corey Brewer, il y a du Pekovic. Enfin bref, il y a pas mal de... Il y a une belle équipe, et d'ailleurs qui passera pas loin des playoffs. Ils seront à 40 victoires, je crois, cette saison-là, mais pas de playoffs en 2014. Ensuite, 2015, nouveau cycle, puisque Kevin Love est parti. Rubio, par contre, est encore là, hein. Alors, pour le coup, il fait que 22 matchs cette saison-là, donc un peu à mettre entre parenthèses. C'est la saison où Wiggins est rookie, et du coup, Karl Anthony Towns va arriver juste après. 2016, Rubio, 31 minutes de jeu. Donc après sa saison presque blanche, il retourne sur des standards classiques, hein, 10,9 passes de moyenne. Pas de playoff évidemment. 2017, pareil, hein, 11,9 assists de moyenne. Ce sera sa dernière année dans le Minnesota, et toujours pas de playoff évidemment. Et puis ensuite, il est échangé à Utah contre un tour de draft qui d'ailleurs donnera Josh Okogie du côté de Minnesota. Et puis donc là, à Utah, c'est peut-être la meilleure période de Ricky Rubio sur cette décennie en NBA, puisque il fait 30 minutes de jeu par match, 13,5 assists, un peu moins de passing, mais dans une équipe du Jazz qui est playoffable et qui est plutôt pas mal. En playoff, ils battent le Thunder de Westbrook et Paul George, et puis ils tombent contre Houston. Et puis 2019, rebelote, puisque lui encore titulaire, 13 points, 6 assists, le classique, et en playoff, ça tombe contre Houston au premier tour. Donc, mine de rien, 2 campagnes de playoff pour Rubio, on prend. On prend, mine de rien. Et puis, il finit la décennie en allant signer en free agency à Phoenix, et une saison 2020 à Phoenix, où l'équipe est quand même pas du tout catastrophique. Si on se souvient bien, on n'est plus dans les Phoenix très très nuls des années 2010, justement avec un renouveau un peu défensif qui commence à être là grâce à Aaron Baines et à Rubio notamment, mais ça ne fera pas les playoffs. Et puis c'est déjà fini pour cette décennie, mine de rien, qui est passée très vite. Et c'est vrai que j'ai peut-être presque envie de dire, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de longévité, qui est passée très vite, mais qu'on l'a pas vu défiler, peut-être même une décennie qui est pas à la hauteur de son talent. Est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Ah oui, oui, sans aucun doute. Surtout, alors le talent, c'est toujours un peu difficile à définir, mais il était très très attendu. C'était un énorme prospect dès ses 15-16 ans quand il jouait en Europe. Donc, il y a une déception par rapport à ça, mais je pense que cette déception, elle aurait peut-être été moins grande s'il s'était pas blessé dès sa saison rookie, alors qu'il était vraiment à un très très bon niveau, qu'il faisait des différences énormes dans cette équipe des Wolves. Et quand il est revenu, il était
il y avait un petit quelque chose qui manquait, quoi. Mais cela dit, même si c'est décevant parce qu'il a jamais été All-Star, et puis on va en parler peut-être un peu plus en détail, mais offensivement, il a jamais vraiment progressé. C'est un joueur qui a toujours eu un impact énorme sur ses équipes, quand on regarde les stats on-off, il est toujours, c'est toujours excellent, mais vraiment excellent au-dessus du 90e percentile en général. Donc, carrière sans doute un peu décevante, mais bon, malgré tout, c'est 10 ans titulaire en NBA, c'est pas rien non plus, et 10 ans comme un bon titulaire. Oui, parce qu'en fait, on est un peu là qu'on fait son profil et on essaie d'être complet, on parle du joueur. On peut pas se décorréler de cette déception-là, parce qu'il faut se souvenir, c'était un peu le Luka Doncic avant Luka Doncic, hein, à l'époque, en termes de hype et de médiatisation et d'espoir, peut-être. Donc, on est un peu obligé de mentionner cette déception de pas s'être développé comme une superstar, comme on aurait pu le penser, parce que dans ses jeunes années, il était très fort très tôt. Donc, on se disait, avec une progression linéaire, plus ça va aller, plus il va être fort, hein, un peu comme Doncic a fait récemment. Rubio a pas eu ça, il a un peu calé à un niveau plus bas finalement, alors qu'il était très fort très jeune, mais ça n'est pas allé en continu et de manière linéaire. Donc cette déception peut-être mis à part, je pense qu'on peut aussi quand même insister maintenant sur le fait que déjà s'il est dans le top 100, c'est qu'il a été, il a été bon, quoi. On parle pas de Derrick Williams ou de Markel Fultz, laisse-moi pleurer 2 secondes. Euh, non mais voilà, il a quand même eu une décennie, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais ça a quand même été tout le temps un joueur très valuable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, un peu le corollaire de son absence de progression, c'est que finalement, il a été très régulier. Ouais. Et que tu regardes sa décennie, à part l'année 2012-2013 où il revient de blessure et c'est un peu moins bon, sinon, tu as 8 saisons qui sont plus ou moins les mêmes en termes d'impact, en termes de qualité. Alors, oui, on aurait aimé qu'il passe des paliers, il les a pas vraiment passés, mais le fait est que 8 saisons de bon niveau, c'est pas si fréquent non plus dans une décennie, sur l'ensemble des joueurs NBA. Après, c'est vrai que je pense que ce côté, une décennie pas à la hauteur de son talent, peut-être qu'on l'attendait en fin de décennie, on s'était dit qu'il pourrait être dans le top 20 carrément. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs aussi. Déjà, il y a les blessures, comme tu as mentionné, où il y a une blessure très tôt. Saison rookie, hein, c'est ça que tu me Ouais, c'est dis, ça. C'est à la moitié de la saison rookie, à peu près. qui lui a fait perdre un peu d'explosivité ou de Mm. vivacité, Ouais, ouais, ouais. qui est quand même pas, c'est quand même pas rien pour un créateur offensif de pas avoir ce petit coup de rein. Donc il y a le côté blessure qui a un peu affecté, qui a un peu participé à cette déception peut-être. Il y a les contextes aussi, mine de rien, parce qu'il passe la majorité de la décennie à Minnesota. Alors, je suis désolé, hein, tu es fan de Minnesota, mais Mm. voilà, c'est quand même pas top. Et puis, malheureusement, tu vois, il fait 2 années à Utah de très bonne facture. S'il avait fait une décennie entière dans un contexte comme celui de Utah, peut-être qu'il aurait été classé plus haut, peut-être on l'aurait classé plus haut tout à l'heure quand on le classera. Et puis il y a aussi le côté, et c'est peut-être aussi le plus important, qui est son non-développement de ses skills. Parce que oui, c'était un très bon défenseur, oui, le passing, en termes de passing pur, c'était un génie de la passe, hein, je pense, hein, un top 5 de cette décennie. Un mec qui a une vision, intelligence, créativité, tout ce que tu veux au niveau du passing, absolument phénoménal. Mais comme il n'avait pas le côté scoring, il n'avait pas la palette un peu complète qu'on attend un peu des scoreurs un peu héliocentriques, si on peut dire comme ça, ou même des créateurs de très haut niveau qui peuvent un peu tout faire et qui ont la dangerosité pour affecter une défense et créer des décalages. Lui, il avait peut-être pas ça, et c'est peut-être ça aussi, au-delà du côté déception, le truc à dire aussi, c'est peut-être le non-développement de son aspect scoring, notamment. Oui, et puis non-développement à plusieurs niveaux. C'est pas un de ces meneurs auxquels on se disait ah il lui manque le shoot à 3 points ou ah il lui manque la capacité à pénétrer par des drives. Lui, malheureusement, il lui manquait un peu tout, c'est-à-dire que Ouais. tout était un peu moyen. Au cercle, c'est vraiment pas bon. Il y avait un manque de toucher sur les lay-ups qui m'a toujours beaucoup surpris. À mi-distance, c'est correct. Et à 3 points, c'est moyen, disons. C'est-à-dire, c'est un shooter qui doit tourner autour de, j'ai pas vérifié, mais ça doit être autour de 33-34% en carrière, ce qui est pas suffisant pour être une vraie menace. Donc, Oui, avec des petits volumes et pas trop de respectabilité malgré ses pourcentages, quoi. oui, et surtout, alors là aussi, j'ai pas vérifié exactement, mais surtout en catch and shoot, il n'était pas vraiment capable Ouais. de prendre des pull-ups. Donc, c'est ce manque de scoring qui fait qu'il a jamais été vraiment au-dessus de 10 points par match. Il y a eu quelques séquences à Utah, notamment, il a marqué un peu plus. Je pense que sa meilleure saison, c'est à Utah, ça va être 2017-2018 du point de vue du scoring. Mais à part ça, c'est vrai que c'est vraiment ce qui l'a freiné, parce qu'en défense, il était très bon.
À la passe, tu l'as dit, c'est un excellent passeur, un des meilleurs de la décennie. C'est aussi un bon rebondeur. Mais voilà, offensivement, ça pouvait pas être un porteur de balle principal. Et en même temps, comme son shoot n'était pas suffisamment bon, c'était difficile de faire en sorte qu'il ait peu la balle dans les mains. Et puis c'est toujours dommage de ne pas mettre beaucoup la balle dans les mains à un excellent passeur. Donc ça a toujours été le dilemme de construire autour de Rubio. C'est qu'il fallait trouver des moyens pour l'utiliser en essayant de compenser au maximum cette médiocrité offensive, parce qu'on est bien obligé d'employer ce mot-là. Oui, c'est ça un peu. Le 3 points a toujours été un peu le point de référence quand on parlait de lui, et le jump shot en général, parce qu'il a jamais vraiment eu de jump shot, à part sur la fin à Utah. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce jump shot et ce pull-up à tir en sortie de dribble et ce 3 points qui manquait. Mais comme tu dis aussi, c'était pas que ça. Le fait est qu'il aurait pu être beaucoup bien meilleur. On pense à des John Wall, on pense à Ja Morant actuellement, même Westbrook, hein, qui a jamais été une foudre de guerre en pull-up ou jump shot, mais qui pourtant était un créateur capable de faire beaucoup plus de décalage, notamment parce que ces 3 joueurs que j'ai cités, hein, Westbrook, Wall ou Ja Morant, il y a l'impact sur drive, en quantité, en qualité. Alors, qualité relative selon les uns ou les autres, mais voilà, il y avait un impact et une espèce de, euh, parfois presque une implacabilité ou un côté très agressif dans l'attaque du panier qui compensait. Alors, ça compensait pas tout, c'était pas parfait parce qu'il manquait encore ce pull-up pour être dans la dernière catégorie, mais c'était quelque chose d'assez important quoi, dans cette création de décalage. Et comme tu disais, Rubio a jamais eu ça, quoi. C'est au-delà même du jump shot qu'on on est un peu déçu. En fait, il y avait même pas le drive, l'agressivité, il y avait pas le coup de rein non plus, et pas la mentalité non plus, j'ai l'impression, pour les scorer, pour les prendre provoquer des lancers francs, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ce côté non-développement du scoring, et notamment sur drive, est un peu décevant peut-être. Après, on peut quand même insister un peu, mine de rien, et tu vas nous confirmer, mais même dès ses débuts, ça a toujours été un défenseur au-dessus de la moyenne, et peut-être même un peu sous-estimé sur ses années à Minnesota. Ouais, je pense. Ça a toujours vraiment été un très très bon défenseur. Alors, je pense que ce qui fait qu'il était un peu sous-estimé, c'est que il n'était pas spectaculaire. C'est pas Beverley, c'est pas ce genre de joueurs qui sont qui sont en 1 contre 1 et qui en font des tonnes aussi, dans l'énergie, dans la manière de garder leur vis-à-vis. Rubio, c'était plus dans l'anticipation, dans la capacité à couper les lignes de passe. C'est un défenseur vraiment très bon du point de vue collectif. Et c'est toujours ces défenseurs-là qui sont un peu moins visibles parce qu'ils sont moins spectaculaires. Mais ça se confirme par toutes les stats avancées qui montrent que son impact défensif a toujours été très bon. Je me rappelle de Zach Lowe ayant voté pour lui, peut-être une des années à Utah dans sa All Defensive Team. Ouais. C'était vraiment un très bon défenseur, pas un stopper, mais un très bon défenseur d'équipe. Oui, comme tu dis, qui a peut-être pas eu la même réputation parce qu'il a pas ce côté flashy, playmaking ou attitude, hein. Attitude comme tu dis aussi. Mais oui, moi j'ai toujours ce souvenir de quelqu'un de très, très bon, bien placé, tout en maîtrise et en technique défensive, impeccable au niveau des fondamentaux. Et comme tu dis aussi, voilà, on a vu avec Mike Conley que Utah est devenu une très bonne attaque, euh, presque historique, hein, en termes d'offensive rating. Le fait est qu'avec Ricky Rubio, on était sur une machine de guerre défensive. Et lui faisait partie de ça. C'était pas vraiment du fait de Donovan Mitchell, hein, notamment, mais tu avais Rudy Gobert, tu avais un effectif très dense autour, et notamment au point d'attaque, il y avait Ricky Rubio. Donc peut-être que là où on a été un peu déçu sur le scoring, on n'a pas été déçu pour le coup, je trouve, au niveau de la défense. Mais c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, on aurait préféré avoir le scoring plutôt que la défense, quitte à choisir. Mais tu vois, même je me souviens la dernière année, même 2020, il arrive à Phoenix. Bon, Phoenix, il y a des problèmes. C'est le début de saison où DeAndre Ayton manque une trentaine de matchs, et ainsi de suite. Mais c'est un début de saison de très bonne facture, avec Rubio qui apporte sa défense et son passing, à côté de Booker. C'est Aaron Baines aussi de qualité. Enfin, il y avait un début de saison assez encourageant, qui d'ailleurs s'est confirmé à la fin avec la bulle. Mais bref, c'est vrai qu'il y a malheureusement un côté où il traverse la décennie euh, notamment tout le début sur des équipes pas top, et ça c'est un peu pénalisant. Et d'ailleurs, j'enchaîne, minutage de playoff, 349 minutes à peine sur Ouais. cette décennie Ouais, en c'est ce que playoff. j'allais dire, c'est qu'il pâtit forcément du fait d'avoir quasiment jamais été en playoff en fait. Ouais, c'est 295e meilleur total de la décennie, 295e, et à peine 11 matchs. Donc je pense qu'il y a eu certaines blessures quand il a joué les playoffs, mais je crois que c'est quoi? C'est à Utah, il le fait 2 fois.
Il doit passer un tour en 2018. Et puis c'est tout, Ouais, en je fait. pense que c'est tout, hein, parce qu'avec Ouais, le c'est tout. Minnesota, il y est jamais allé. Et avec le C'est Phoenix, c'est l'année de la bulle, donc c'est ça, ouais. Il y va pas non plus. il va pas non plus. Et tu vois, 11 matchs, ça veut dire qu'il a été blessé l'année où ils ont passé un tour au moins. Il a dû manquer des matchs. Mais bref, donc c'est assez ridicule, malheureusement. Et du coup, bah, allons-y au niveau du classement. Où est-ce que ton joueur préféré, donc on va essayer de. On va y aller gentiment. Où est-ce qu'on l'imagine, du coup, dans ce classement? Bah, du coup, je compte sur toi pour compenser mon enthousiasme, hein, si tu trouves que c'est trop haut. Ouais. Moi, je l'avais entre Gigi Redick et Jeff Teague. Donc 46e, quelque chose comme ça. Euh, Mais c'est peut-être un peu haut. Hein. Alors, je l'avais plus haut, moi. Mais c'est Ah peut-être bah, moi qui. écoute. Non, mais c'est peut-être moi qui me ai surcompensé mon amour pour Rubio aussi. Oui, c'est à l'inverse de qu'on a fait Rondo, qui était mon joueur préféré aussi. Et c'est moi aussi, j'avais surcompensé. Donc attends, tu me dirais 46 autour de Jeff Teague. Mais c'est vrai que Jeff Teague aussi, comme on disait en introduction, peut-être qu'il faudrait le remonter de Jeff Teague aussi. Peut-être qu'on n'a pas assez valorisé la longévité. Rubio aussi a une longévité, et en plus dans des équipes pas top. Ça me va de... Ouais. Vas-y, Ouais, vas-y. moi, disons que psychologiquement, puisque c'est Teague qui a remplacé Rubio Wolves et que j'ai toujours trouvé que Teague était vraiment moins bon, je trouvais ça bizarre de le mettre derrière Teague. Donc c'est presque, voilà, mentalement je l'ai mis juste devant Jeff Teague. Ensuite, je sais que tu, tu récompenses beaucoup la longévité, donc je peux entendre qu'il soit plus haut, mais tu vois Bah par après, rapport à Rubio aussi a la longévité, hein. Rubio oui, aussi, mais il l'a. je voulais dire pour Rubio. Mais c'est vrai que là, il est juste derrière Chandler et Redick, qui ont fait toute la décennie aussi, qui me semblent avoir eu un petit peu plus d'impact quand même. Euh, ouais. J'étais peut-être un peu haut, moi, du coup. Moi, j'étais 34 au-dessus de Rajon Rondo, justement. Ah oui. Au-dessus de Kobe, de Embiid. Mais effectivement, c'est peut-être un peu haut. C'est peut-être un peu haut. Donc, on va couper cette poire en deux. C'est vrai que par rapport à la zone, là, 41 Towns, Devin Booker, 42-43. Bah, par rapport à Booker, d'ailleurs, où est-ce que tu le mettrais? En dessous, plutôt? Bah, ouais, juste en dessous. Après Booker, Chandler, Redick. Mais je pense que j'ai tendance à un tout petit peu plus prendre en compte les pics par rapport à la longévité, par rapport à toi. Ça, c'est ce que je disais aussi par Ouais. rapport à Giannis tout à l'heure, donc bon, Non, mais ça me bat de le mettre à côté de Jeff Teague, même si au final, ça fait un peu solution de facilité de mettre tous les meneurs ensemble. Ça me va de le mettre là pour l'instant. Ouais. Oui, parce que je m'étais dit aussi que c'est un trio Rubio, Teague, George Hill, donc qui est juste derrière. Finalement, de joueurs qui ont eu une décennie assez semblable, c'est-à-dire c'est des titulaires solides. Voilà. Ouais. Mais Après, c'est vrai que Rubio a quand même pas mal d'années dans des équipes nulles, là où Jeff Teague a ouais, toujours fait les playoffs. En voilà, carrière, a toujours fait les playoffs. Et avec des rôles offensifs assez importants, enfin assez importants, en tout cas similaires à ceux de Rubio, voire un peu plus. Hmm. Non, mettons-le là, à côté de Jeff Teague, pour l'instant un peu au-dessus. Ok, si ça te va, on peut le faire comme ça. Ok. C'est vrai que je l'avais peut-être mis un peu haut, je me rends compte. Mais bref, donc petit quiz pour finir. Donc je profite que tu es un expert de Minnesota. C'est un qui est dans l'effectif pour ce quiz. Qui est dans l'effectif Minnesota 2012. Alors attention, on va chercher très loin. 2012, c'est la saison rookie de Rubio, justement. Est-ce que tu es capable de me citer, toi le grand expert des Wolves, des joueurs de cette équipe de Minnesota 2012? Alors 2012, donc il y a Kevin Love, Ouais, il y a Derrick Williams qui vient d'être drafté, exactement. il y a Wesley Johnson, Oui. Luke Ridnour, Luke Ridnour est là, effectivement. Darko Milicic doit toujours être là, Tout à fait. Pekovic. Pekovic, ouais. Alors un petit doute, mais je pense qu'il est parti. Il n'y a plus Koufos. Koufos n'est pas là, non. D'accord. Il y a Michael Beasley. Exactement. C'était pas un an après qu'il ait fait une bonne saison, mais il était encore Voilà, là. c'est ça. Mais là, il y avait que des ailiers forts dans l'équipe. Donc, Tout à fait. Bah oui, c'est pour ça qu'ils avaient drafté Derek Williams, hein. voilà, c'était extrêmement bien construit. Doit y avoir peut-être Anthony Randolph. Oui, tout à fait. Anthony Randolph. Ah ouais, là, on voit que tu es Euh, vraiment fan de Minnesota. Telfer. Telfer n'est plus là. Non, il est plus là, c'est Non. Telfer. Doit y avoir peut-être encore Martel Webster. Exactement. Martel Webster est là, avant de partir à Washington. C'est On vraiment a un des- petit meneur, tout petit, qui passait par le Texas avant et après, par Dallas, notamment. Ah oui, il y a Barea, oui, qui viennent de signer après le Exactement. titre. Il y a encore Johnny Flynn.
Ou il est déjà parti? Johnny il est- Flynn, non, Non, il est. je crois qu'il a déjà même eu le temps d'être passé par Houston et par ailleurs, par Portland, je crois. Il y a peut-être, alors là, on va rentrer dans du dark, mais il y a peut-être Lazar Hayward. Non, c'est plutôt Non. 2010, Lazar Hayward, il y a- de mémoire. Et Malcolm Lee. On a Malcolm Lee, oui, alors là, je Ouais. m'attendais pas à ce que tu le cites, celui-là. Impressionné. Bah, du coup, il t'en reste que deux. Il Alors, te manque un shooter il doit me manquer un pivot aussi, non? et un pivot shooter. C'est pas. Mince. Il n'y a pas Brad Miller? Non, Exactement, c'est Brad voilà. Miller. Alors là, je suis impressionné. C'est magnifique. Et puis alors le shooter. Wayne Ellington? Exactement, Wayne Ellington. Incroyable. Incroyable. Tu m'as cité tout l'effectif sans aucun indice. Je sais pas si c'est incroyable ou triste de Alors, connaître c'est cet les deux. effectif qui est absolument affreux. C'est un peu les deux, on va dire. C'est un peu les deux, c'est très triste, mais je crois que c'est la première fois de l'histoire de la saga que je donne aucun indice. Magnifique. Donc, ouais, c'est vrai que c'est, comme on dit, un magnifique effectif construit avec que des postes 4. Love, Beasley, Wesley Johnson qui est plutôt en poste 3 aussi. on va drafter Derrick Williams. Ouais, Et c'est dire le talent de Rubio quand même d'avoir fait de cette équipe une équipe qui était à 50% de victoire avant sa Ouais. blessure. Oui. Et de Love évidemment, mais bon. Oui, c'est magnifique équipe et encore meilleure performance, cela dit, de ton côté. Donc voilà.